À bord d'Anak, durant la saison 2013, d'avril à octobre, nous avons parcouru 1385 milles nautiques, soit 2565 km en 83 escales ou mouillages. Nous avons passé 175 jours en mer Égée. Voici le trajet de notre périple. Ensuite vous allez découvrir les 3 escales qui ont retenu toute notre attention. Corinthe, et la fabuleuse histoire de la construction de son canal. Puis le golfe d'Ambracique, théâtre de la plus importante bataille navale de l'Antiquité, où s'opposèrent 200 000 guerriers et 1000 navires de guerre. Enfin une escale mythique, l'île d'Ithaque, berceau d'Ulysse, héros de la mythologie grecque. En 747 avant Jésus-Christ, la cité de Corinthe, grâce à sa situation géographique et à son important commerce maritime, contrôlée pendant 9 générations par la famille Bacchiade, Corinthe était l'une des cités les plus riches de la Grèce antique. Le contour du Péloponnèse prolonge le parcours de 300 milles nautiques, les caps Malais et Ténare, parfois difficiles voire impossibles à franchir par vent d'ouest dominant, les marins les nommèrent les portes de l'enfer. Les Bacchiades développèrent 2 ports, l'un sur le golfe Saronique et l'autre sur le golfe de Corinthe. Ils construisirent un chemin en bois pour assurer le transfert des marchandises entre les ports. En 627 avant Jésus-Christ, Periandrocipsélo, le plus remarquable des successeurs de la famille des Bacchiades, fit construire dans un but mercantile, un diolkos. En Grèce, un diolkos était un chemin spécialement construit, avec des dalles de pierre, munies d'ornières reposant sur une assise de gravier et de sable marin damé, permettant le roulage et le guidage de bateaux, chargés sur un berre roulant, tiré par 200 à 300 hommes. Un attelage de 20 à 30 paires de bœufs aurait été trop dangereux à contrôler d'un port à l'autre. À cette époque, les ingénieurs grecs étaient capables de déplacer de lourdes charges, la construction d'Acropole en est la preuve. Célimonte, en Sicile, blocs de pierre de 80 tonnes transportés sur plusieurs kilomètres. Didyme, en Turquie, colonnes de 8 tonnes transportées sur 5 kilomètres. Les bateaux de type Trière mesuraient 36 mètres de long sur 5 à 6 de large et pesaient 30 tonnes. Il ne fallait pas plus de 6 à 10 heures aux manœuvriers du diolkos pour les déplacer d'un port à l'autre. Le diolkos a fourni un service public à péage régulier pendant plus de 6 siècles, il est considéré comme une forme précoce de chemin de fer en avance sur son temps. Ils songèrent tous à bâtir un canal. En 627 avant Jésus-Christ, Periandrocipsélo. En 341 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand. En 305 avant Jésus-Christ, Démétrius Poliorcètre. En 37 de notre ère, Jules César. En 40, Caligula. En 44, Adrien. En 1670 le Vénitien, Domenico Cantarini, tous envisagèrent à bâtir un canal. Tous se heurtèrent à l'ampleur des difficultés techniques. Seul Néron en 67 avant Jésus-Christ fit appel à ses ingénieurs égyptiens pour une première tentative de construction du canal, qu'il inaugure avec une pelle en or. Vespasien, légat de Judée, lui envoya 6000 prisonniers de guerre, qui creusèrent une saillie de 3300 mètres de long sur 10 mètres de profondeur. Néron se suicida l'année suivante. Son successeur abandonna le projet jugé trop coûteux. En 1829, à la demande du gouvernement grec, Pierre Virlet d'Aoust, géologue et ingénieur des mines français, étudie le projet de Néron. Il dresse un nouveau projet sur le même tracé, qu'il remet à ce gouvernement. Les travaux sont estimés à 40 millions de francs or. En 1846, 17 ans plus tard, le gouvernement grec attribue les travaux aux entrepreneurs français, Pia et Cholet, qui ne donnèrent jamais suite. Le projet resta en l'état. En 1882, soit 36 ans plus tard, Étienne Thur, général hongrois naturalisé italien, conclut avec le gouvernement grec un accord pour le percement du canal. Il confie les travaux à l'architecte hongrois, Béla Gester. La même année, le général Thur et le banquier français, Jacques de Raynac, créent la Compagnie française du canal de Corinthe avec un capital de 30 millions de francs or. Les travaux débutèrent le 23 avril 1882, en présence du roi de Grèce, Georges Ier. Les travaux se révélèrent très vite plus difficiles que prévu, suite à une étude géologique incomplète, qui en augmentèrent considérablement le coût. Le banquier français n'arrive plus à lever des fonds à la Bourse de Paris et la société fait banqueroute en 1889. Les travaux s'arrêtent alors que 8 200 000 mètres cubes ont été terrassés.
Il n'en reste plus que 2 600 000 à déblayer. En 1890, Andreas Syngro, banquier et philanthrope grec, crée une nouvelle société et les travaux reprennent. L'inauguration du canal eut lieu le 25 juillet 1893, en présence du roi de Grèce et de Francis Joseph, roi de Hongrie. La mise en circulation du canal eut lieu en janvier 1894. Le premier bateau à franchir le canal est un navire français de 110 mètres de long, le Notre-Dame du Salut. Il heurta par 3 fois les parois. À l'approche du canal, la saignée faite dans la roche est visible de très loin. Nous sommes aussi visibles de très loin par la vigie du canal, qui ne laisse strictement rien passer. Le droit de passage pour un bateau de 10 mètres s'élève à 145 €, ce qui en fait le canal le plus cher du monde compte tenu de sa longueur. Anak a été désigné par les Coast Guard comme chef de file. Nous partîmes en tête du convoi, suivis des autres bateaux à une distance de 1000 mètres. Il est interdit de ralentir ou de s'arrêter sur toute la longueur du canal. Nous dûmes maintenir une vitesse constante de 6 nœuds. Le canal est enjambé par un pont routier et ferroviaire. Quelques passerelles çà et là permettent aux riverains de passer d'une berge à l'autre. Au passage d'une de ces passerelles, nous ne sommes pas à l'abri de gamins ou de personnes mal intentionnées, qui laisseraient tomber des pierres dans l'espoir d'endommager un bateau. Les parois de calcaire dégagent une sensation de froideur. On ne peut s'empêcher de penser à la pénibilité du travail des ouvriers qui ont creusé cette immense tranchée haute de 72 mètres. À l'époque de sa construction, tous les bateaux ne possédaient pas un moteur. Un étroit chemin de halage permettait aux hommes de tirer les bateaux sur une longueur de 6340 mètres. Bien que le canal soit de nos jours tombé en désuétude pour les navires de commerce, il est encore emprunté chaque année par plus de 11 000 bateaux de tourisme et de plaisance. Après 30 minutes de navigation, nous apercevons le pont routier, submersible qui barre la sortie du canal. À 6 nœuds nous parcourons 185 mètres à la minute. Nous en sommes à environ 350 mètres, les consignes étant formelles, notre inquiétude grandit au fur et à mesure que la distance diminue. Un bateau ne s'arrête pas si rapidement. Par radio nous signalons notre position au Coast Guard. Réponse laconique. Keep going on. Keep going on. Tout à coup, le pont submersible s'enfonça dans la mer, nous libérant de notre inquiétude et satisfaits de cette expérience. Nous passons le pont submersible et la dernière digue sans encombre. Nous naviguons maintenant en mer Ionienne. Moteur à 1800 tours, nous assurant une vitesse de 4 à 5 nœuds. Route au 290, destination Kiatou à 10 000 nautiques. Nous y serons dans 2 heures pour y passer la nuit avant des nouvelles aventures. Après quelques belles escales, nous mettons le cap sur Patras et passons sous son magnifique pont routier qui enjambe le golfe. Puis nous faisons route au nord-ouest, vers Axiom, situé dans le golfe d'Ambracique à 90 000 nautiques, qui fut le théâtre de la plus grande bataille navale de l'Antiquité, entre les troupes d'Octave, empereur de Rome, et de Marc-Antoine, général de l'Orient romain, allié aux troupes de Cléopâtre, reine d'Égypte. L'armée de Marc-Antoine et de Cléopâtre, forte de 75 000 légionnaires, 25 000 hommes des troupes alliées, 12 000 cavaliers, 2 000 archers. 300 navires lourds de Marc-Antoine et 200 navires de Cléopâtre. Marc-Antoine, contraint de se porter au-devant de l'armée d'Octave, pour lui barrer la route du Golfe, prit position avec sa flotte dans le golfe d'Ambracique. L'armée d'Octave, forte de 80 000 hommes à terre, 40 000 hommes embarqués, 12 000 cavaliers et 400 navires légers. Octave, informé de la position de la flotte de Marc-Antoine, fit établir un blocus et prit au piège son adversaire en fermant la sortie du golfe. La bataille eut lieu le 2 septembre en 31 avant Jésus-Christ. Les armées s'observèrent toute la matinée sans rien faire. Marc-Antoine, cherchant avant tout à sortir du piège et à sauver le trésor de guerre, entreposé sur le navire de Cléopâtre, et servant au paiement des soldats. Dès midi, la flotte de Marc-Antoine se mit en mouvement. Après 3 heures d'un combat acharné, le navire de Marc-Antoine réussit à forcer le blocus. Marc-Antoine abandonna ses troupes et prit la fuite avec Cléopâtre avec 60 navires égyptiens vers l'île de Leucate. La bataille dura toute l'après-midi et fit entre 6 000 et 12 000 morts. Octave remporta la victoire et se mit, dès le lendemain, à la poursuite des fuyards. Il fit passer une partie de sa flotte par le Diolkos. Les navires des fuyards étant plus rapides, ils contournèrent le Péloponnèse,
La flotte d'Octave ne put les rattraper. Marc-Antoine et Cléopâtre se suicidèrent, début août de l'année suivante. Nous avons fait escale à Ithaque. Selon Homère, ce serait sur cette plage que Paris et la belle Hélène passèrent leur première nuit. Ce serait aussi de cette plage que Télémaque partit à la recherche de son père, Ulysse roi d'Ithaque, introuvable après la guerre de Troie. Dans ce merveilleux pays, l'histoire du lieu et la mythologie ont parfois tendance à se confondre avec harmonie. Merci de votre attention. Merci de votre attention.